Stéphanie Araf, bienvenue sur VH Berries, merci beaucoup. Ça me fait plaisir, merci de me recevoir, Victor. La scène, c'est un élément qui est très important dans ta vie. Et il y a quelques temps, t'as vu chanter la chanson Drôle d'époque de Clara Luciani. Oui. J'ai l'impression que on est dans une drôle d'époque. Wow, quelle belle question d'envergure pour première question. On est effectivement what a time to be alive. Hein. C'est plutôt une époque tragique qu'une belle époque. On n'est pas encore dans les années folles, on n'est pas dans les 30 glorieuses, on est dans une époque plutôt triste, j'ai l'impression. Puis Clara Luciani en parle si bien. Mm-hmm. Donc la chanson, c'est quelque chose que t'aimes beaucoup. Oui. Parce que en fait, c'est un travail sur la voix et c'est aussi un travail sur le non-verbal et sur la présence sur scène finalement. Oui. Puis c'est beaucoup plus intimidant que de jouer un personnage parce que tu pourrais chanter sous le couvert d'un personnage, mais là, dans cet exemple-là, je chantais en tant que moi-même et ça, c'est très stressant. C'est vraiment se mettre à nu, hein, de chanter, de tenir des notes, juste de tenir des notes, c'est très vulnérabilisant. Puis à l'école, parce que bon, contexte, cette chanson-là, je l'ai chantée dans le cadre d'un spectacle à l'École nationale de théâtre, l'année où j'étais finissante. Puis c'est pas tout le monde qui arrive à l'école de théâtre en étant chanteur ou chanteuse, mais c'est tout le monde qui est obligé de faire partie de ce spectacle. Donc tout le monde doit chanter dans un spectacle à grand déploiement de chant avec un band live qui nous accompagne. Et on voit vraiment qui sont les gens sur scène. On voit leur énergie, leur choix de chansons, comment ils performent, comment ils interprètent. C'est vraiment magnifique. C'est un des meilleurs spectacles de l'école à chaque année. C'est un des meilleurs spectacles. Oui. Et mais j'ai plutôt l'impression aussi que le fait de pas se protéger, parce que c'est pas une chanson que tu as écrite toi-même. Non. Donc peut-être que le fait de l'interpréter, ça aussi, ça relâche un poids. Peut-être. Je pourrais pas parler là-dessus parce que j'ai jamais écrit de chanson. Donc, j'ai pas de comparatif. Mais, par contre, j'ai choisi les chansons que j'allais chanter. Donc, ça parle tout de même. C'est pas des chansons qui m'ont été imposées. Ce qui était imposé, c'est une chanson en français, une autre chanson dans une autre langue. Donc, toute autre langue que le français. Mais on pouvait choisir 2 chansons en français. Mais moi, j'ai choisi une en français, une en anglais. Et donc, c'est plus par mon choix de chansons qu'on peut voir que je me commets, plus que par l'écriture. J'écris pas de chansons. Et aujourd'hui, Stéphanie Araf, tu fais partie du petit cercle des plus grandes actrices de ta génération. Et j'aimerais qu'on parle de cinéma, de théâtre, et surtout de l'empreinte arabe dans le paysage culturel. C'est complètement invraisemblable. Parce que t'es à l'affiche de plusieurs pièces de théâtre. Oui. En fait, une qu'on vient de terminer, un spectacle in situ, immersif. In situ, ça veut dire hors les murs d'un théâtre qu'on a fait au Complexe des Jardins. Là, j'ai embarqué cette semaine sur Ivanov. C'est l'École nationale, mais qui m'a engagée cette fois. Je suis pas là en tant qu'étudiante, je suis là en tant qu'actrice professionnelle. Mais pour un de leurs spectacles. Puis après, si tout va bien, on partirait avec une gang de mes amis pour jouer un spectacle qui s'appelle Spartacus, qui est écrit par Hugo Fréjabiz au Festival de théâtre d'Avignon en France. Donc oui, mais je suis pas une des plus grandes actrices de ma génération. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on peut dire vraiment plus tard. C'est surtout quelque chose que on peut dire de ma perspective. Ben, tu sais, j'ai pas joué dans grand... C'est parce que on revient à notre conversation téléphonique, notre pré-entrevue qu'on a fait pour voir de quoi on allait parler. Puis, je suis vraiment étonnée de ton intérêt pour ma personne, parce que j'ai l'impression que je suis pas du tout connue ou reconnue, ou... enfin, je roule ma bosse, mais... enfin, j'ai pas l'impression... J'étais très étonnée que des gens t'aient parlé de moi. Tu roules ta bosse, mais ta vie, j'ai l'impression que c'est des allées et des retours. Par exemple, tu viens de mentionner l'École nationale du théâtre. T'es revenue encore plus forte, mais cette fois-ci, tu l'as dit, de l'autre côté de la barrière. Oui, puis l'École nationale, ce que je raconte souvent, finalement, c'est comme une 3e fois, là, parce que j'avais fait mes auditions en 2015 à la base, puis j'y avais été acceptée, mais j'ai aussi eu en même temps mon
mon deuxième premier rôle, mais celui qui allait durer pendant 5 ans, le rôle de Camille dans Jérémie. Puis, mon téléphone sonne, au revoir. Pardon, c'est ma sœur. Nous sommes très proches. Elle veut sans doute me parler de produits de beauté. Donc, ça peut attendre. Mais, oui, donc j'avais été acceptée à l'école en 2015. J'avais eu en même temps Jérémie. Et là, j'avais eu à faire un choix déchirant entre l'école et Jérémie. Et j'avais choisi Jérémie. Ce qui fait que je suis pas allée à l'école cette fois-là. J'ai refait mes auditions en 2018. Puis là, je suis rentrée. Puis là, je suis sortie en juin 2021. Et là, j'y retourne. Alors que là, je pensais que c'était bon, c'était fait, c'était derrière moi. En tant que personne engagée pour leur prochain spectacle. Et dans Jérémie, on se souvient tous de cette rupture que subit ton personnage. Laquelle? Il y en a eu C'est plusieurs. celle de Camille. Oui, Camille, mais avec un amoureux, tu veux dire? Exactement, Ah, sur un camp de jour. Il y en a eu plusieurs. Camille a eu un chum par saison, là. Donc, à chaque fois, elle en laisse un pour aller avec un autre, ou elle se fait laisser et elle en trouve un autre. Il y a eu beaucoup de ruptures. C'était un personnage qui cherchait l'amour. Ouais, on peut le dire. Mm-hmm. Et puis, au milieu, Stéphanie Arabe, de ces allers-retours entre l'école que tu viens de mentionner, il y a le combat que tu viens de mener et que tu viens de mentionner au complexe Desjardins, une sorte de pièce de théâtre un peu sauvage. Est-ce que tu peux nous en parler justement? Parce que c'est quelque chose de très puissant. Oui, en fait, bon, avec le contexte pandémique, les théâtres à Montréal ferment, ouvrent, et donc ça fait qu'il y a beaucoup de comédiennes qui perdent leur emploi ou que leur pièce, elle est postponée, en français, elle est remise à plus tard, ou elle est carrément annulée. Il y a plus du tout de garantie. Déjà que c'était difficile de percer ou de rouler sa bosse, tout simplement, de travailler, de subvenir à ses besoins dans ce métier-là, surtout en théâtre. Ben là, c'est encore plus compliqué avec les théâtres qu'on sait pas s'ils vont fermer demain matin. Et donc, c'était cette initiative d'Hugo Fréjabise, qui est un auteur, qui est un dramaturge, de faire reprendre possession d'un autre lieu public, d'une autre forme d'agora, puis d'y mettre le théâtre. Et donc, on a pensé au complexe Desjardins. Lui a pensé, en fait, au complexe Desjardins. C'est un centre commercial à la place des Arts. Donc, on reste dans le quartier des spectacles. On est là où, généralement, on voit des spectacles, mais là, on est ailleurs, puis on est dans un lieu qu'on est certain qu'il ne fermera pas. Les centres commerciaux, je pense qu'ils ont fermé seulement au premier confinement, là, si je ne m'abuse. Après ça, on les a laissés ouverts. Donc c'était cette initiative-là de faire du théâtre envers et contre tout. Voilà. Et j'ai pas personnellement vu les images ou des vidéos, mais est-ce que tu jouais un personnage spécifique? Est-ce que c'était une pièce que tu jouais déjà en dehors? Parce que j'imagine que dans le cas contraire, faut tout réapprendre, faut tout repréparer, j'imagine. Ben, c'était très spécial, parce que c'était un peu fait en mode guérilla. Donc, le spectacle était en fait sous la forme d'un balado. Donc, on avait un texte, puis on a eu des répétitions avec le texte en lecture, puis à un moment, on l'a enregistré comme ça avec un micro. C'était une suite de monologues, donc 4 actes, puis dans chaque acte, chacun des personnages, il y en a 5, s'exprimait, avait un monologue. Et c'était donc une pièce pour 5 interprètes. Et on remettait aux spectateurs, spectatrices, au moment du spectacle, un vieux iPod désuet avec pour seule piste la piste du show. Et donc les gens mettaient leurs écouteurs et éventuellement le spectacle commençait. Et nous, l'action visuelle se passait près de la fontaine. Je sais pas si vous visualisez le complexe Desjardins. Il y a une très grande fontaine, très théâtrale au milieu du niveau du métro, et les gens pouvaient regarder de par la mezzanine, donc comme s'ils étaient sur un promontoire, ou venir en bas avec nous. Puis nous, en bas, nous faisions pas des choses très spectaculaires, vraiment pas. On aurait pu avoir l'air de badauds, à l'exception qu'on portait tous des masques rouges. Donc c'est ce qui faisait que à un moment ou à un autre, peut-être un passant, ou bien les spectateurs qui savaient qu'on était là, pouvaient mieux nous reconnaître, parce que nos actions étaient gravé dans le quotidien, mais avec une présence plus théâtrale, plus investie. Donc, c'était à la fois très excitant, puis à la fois pas si compliqué que ça.
parce que j'avais pas de texte à me mettre en tête, j'avais pas à performer nécessairement. C'était plus près de leur performance, c'était très dans l'immobilisme, les gestes lents, ce genre de choses. Les gestes lents. Et avec ces gestes lents, il y a un contraste que je peux établir, c'est que la forme de la fontaine, c'est à peu près un carré. Oui. Avec une benzanine, on dirait un ring de boxe, puisque t'es en train de combattre les mesures restrictives. Oui, ou une arène, en fait. C'est plus ça, parce que le spectacle, en fait, parlait de, sans le dire, parlait d'une guerre qui n'en finit jamais de commencer, qui n'en finit jamais de finir, mais on parle, en fait, de la guerre de Troie, qui est un des dadas de l'auteur Hugo Frejabise. Il aime beaucoup l'Antiquité grecque et latine. Il aime beaucoup ces héros d'un autre temps, non pas des héros à la Marvel, mais des héros de type gladiateur ou de type Spartacus, pour n'en nommer qu'un. Et oui, donc c'était le but de faire un spectacle de type arène. On est là, est-ce qu'on est le bienvenu? Pas vraiment. En fait, pas vraiment par le complexe des jardins. On est le bienvenu plus par les gens, les citoyens qui voyaient ça, ou les spectateurs qui venaient au spectacle. Vous avez reçu un avertissement. Oh, plus que ça c'est... Plusieurs avertissements. C'était très sportif. Je sais pas si je peux vraiment m'étendre là-dessus, mais on était censé, disons simplement que on était censé avoir 12 représentations à l'intérieur du mois de février 2022. Puis on a réussi à en faire 9 vrais, puis une 10e qui était juste un geste d'adieu symbolique. On a mis 5 roses rouges sur la fontaine, avec un masque rouge pour dire un peu ornement funéraire. Le spectacle est mort, vive le spectacle. 9 plus une représentation. En fait, 9 représentations. Et le 10e jour sur 12, on a fait un geste symbolique, mais on n'a pas fait la représentation. Et après ça, le 11e et le 12e jour, là, il n'y a vraiment rien eu. On n'était plus là. C'est super inspirant. Du coup, j'imagine que, comme tu viens de le mentionner, c'était au sein d'un même mois de février. Oui. Et toutes ces représentations se faisaient un jour après l'autre. Ben, c'était 4 fois semaine pendant 3 semaines. On voulait vraiment recréer l'effet d'un vrai spectacle. Enfin, quelque chose qui se rapproche le plus d'un vrai spectacle qui serait programmé dans un vrai théâtre. Donc, une run de 3 semaines avec plusieurs fois par semaine. En l'occurrence, c'était 4. Puis, on faisait toujours... on s'organisait pour que le spectacle finisse toujours 1 heure avant la fermeture des magasins du complexe des jardins. Donc, tout le monde... que personne soit stressé à la fin du spectacle, de prendre le temps de quitter et tout. Cette arène, à l'image de la civilisation grecque des siècles derniers, même des très lointains siècles derniers, à l'image des pièces dans lesquelles tu vas t'impliquer bientôt, on a Spartacus. Spartacus à l'été, ouais. Et Ivanov en avril. Ben, Ivanov, c'est pas rapport, c'est une pièce de Tchekhov, donc c'est une pièce russe, qui a été écrite en 1889, si je ne m'abuse. C'est un classique, c'est du théâtre de répertoire. C'est excellent, c'est vraiment excellent. Moi, je l'avais jamais lu, Ivanov. C'est pas dans ses plus connus, je crois, mais moi, je suis vraiment un cordonnier mal chaussé, là. Je connais pas grand-chose, je découvre, donc j'ai beaucoup de curiosité et je ne suis jamais blasée parce que je ne connais rien, donc tout m'étonne. Et donc, j'avais jamais lu Ivanov, et c'est vraiment excellent. C'est une pièce qui parle d'amour, qui parle de lâcheté, qui parle d'ennui, qui parle de regret, qui parle de commérage. C'est vraiment très bon. Puis Spartacus, qui a déjà joué, en fait, l'été dernier. La troupe a fait une tournée dans les parcs montréalais. Moi, je faisais pas partie encore de la troupe. Moi, je suis allée le voir en tant que spectatrice. Je suis allée le voir 2 fois. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et on a... Une des comédiennes a eu un autre contrat qui l'empêche donc de faire partie de la nouvelle mouture qui va aller à Avignon. Et donc, ils ont pensé à moi pour combler le rôle. Et puis, à l'image d'un cordonnier qui améliorerait ses compétences,
ce mois de février et de mars, j'ai l'impression que c'est un mois très important en termes d'introspection, de préparation des auditions à venir en vue de l'été de cette année. Et puis, je l'ai vu tout à l'heure, d'apprentissage des textes, par exemple. Oui, parce que là, c'est deux choses. La saison des auditions est bel et bien commencée. Donc, c'est ce que moi, j'appelle la saison des auditions. Mais généralement, tu sais, au Québec, c'est ça, on tourne la majorité des projets entre le mois d'avril et le mois de novembre. À juste titre. C'est moins coûteux, hein, puis c'est moins compliqué. Parce qu'il n'y a pas de neige. Ce qui fait que, souvent, disons, un show va être casté, je sais pas, au plus tôt au plus tôt. En fait, il n'y a pas de règle, hein. Il peut être casté n'importe quand. Mais donc, par le passé, la saison d'audition, je dirais, avant la pandémie, en fait, elle commençait plutôt vers la mi-mars, soit bientôt. Mais là, ça fait, je dirais, 3 semaines là, qu'elle est bel et bien recommencée cette année. Alors qu'on était dans un creux, pas juste moi, là, je parlais à mes amis, puis j'étais comme, t'as-tu passé des auditions dernièrement? Non. Mais tu sais, comme, vraiment rien d'alarmant, là, tu sais, le mois de décembre, janvier, c'est bien rare qu'il y ait des auditions. Si ce n'est des auditions de théâtre, parce qu'il y a du théâtre à l'année. Mais là, ça a recommencé. D'ailleurs, là, je sais pas si je peux dire ça. Je sais pas si c'est annoncé, mais j'ai eu un petit rôle dans une web-série que je vais devoir intercaler dans mon horaire. Ça va être sportif. Mais oui, donc tu reçois le breakdown, c'est-à-dire tu reçois la description de l'audition du personnage, les scènes à étudier, tu les apprends, tu passes l'audition soit en self-tape, c'est-à-dire en vidéo par toi-même, avec ma délicieuse coloc qui m'aide, qui fait la caméra et qui me donne la réplique, ou encore en personne, puis là, tu l'as ou tu l'as pas. Puis là, en plus, moi, s'ajoute l'apprentissage du texte d'Ivanov, là, qu'on vient de commencer. Donc, mais l'apprentissage des textes, je vais parler pour moi, mais j'ai l'impression, enfin, que c'est la partie la plus facile. Comme ça rentre en 1 seconde, tu sais, vraiment, là. Puis c'est un muscle, hein. Tu sais, c'est... Donc, tu sais, je me rappelle, l'année dernière, quand j'étais finissante, on avait joué un Shakespeare de 5 heures. On avait joué Henri VI. Puis, tout le monde avait appris son texte, mais tout le monde était stressé par la quantité de texte. Puis moi, j'étais quand même confiante à ce niveau-là. Puis les gens étaient comme, coudonc, Steph, t'as toujours pas appris ton texte. Tellement qu'à un moment donné, je me suis dit, crime, est-ce que je suis quelqu'un de pas assez affaires? Est-ce que je manque de... Oui? Ou surdoué. Non, pas surdoué, c'est-à-dire, j'ai vraiment une bonne mémoire. Ok, disons, je peux reconnaître que j'ai une bonne mémoire. Mais c'est ça, j'étais comme, est-ce que je devrais me laisser influencer, apprendre mon texte tout de suite? Puis finalement, non, j'ai attendu, puis c'est qu'à force de répéter avec ton texte dans tes mains, à un moment donné, quand tu décides de l'apprendre pour vrai, ça prend 1 seconde. Donc, oui, apprentissage de texte, mais non, pas la partie la plus stressante, pas du tout. Parce que la partie la plus difficile, c'est d'obtenir le rôle, si j'ai bien compris. La partie la plus... oui. C'est-à-dire, c'est difficile d'obtenir un rôle, puis après, quand t'as un rôle, c'est difficile de lui rendre justice. Fait que c'est ça. Tu sais, quand je me rappelle, quand j'ai eu Camille dans Jérémie, j'étais terrorisée. T'as un rôle, là, tu commences à douter. Alors qu'en audition, t'étais confortable. Mais je sais pas, t'arrives en audition, puis tu fais, voici ce que j'ai à offrir. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que ça ne vous convient pas? Moi, je lance ça dans l'univers. Mais une fois que t'as le rôle, c'est comme, OK, là, ils me font confiance. Donc, il faut pas que je les déçoive, tu sais. Faut que j'assure. Puis ça, c'est de la pression. C'est toujours une bataille, j'ai l'impression. Contre la montre et aussi contre toi-même. Surtout contre soi-même. Parce qu'on est vraiment... non, je vais parler pour moi, je vais pas parler au on. Je suis vraiment ma pire ennemie. C'est de... On dirait que jouer, il faut juste se mettre dans la bonne disposition, puis ça vient. Mais se mettre dans la bonne disposition, c'est la chose la plus complexe parce qu'il y a des pensées envahissantes qui peuvent venir. Je serai pas à la hauteur, ou bien, c'est surtout je serai pas à la hauteur, en fait, là. C'est la pensée principale envahissante qu'il faut à tout prix chasser. Parce que tu te dis, s'ils me font confiance, c'est parce qu'ils ont vu quelque chose en moi que j'ai. Donc, autant être libre. Puis c'est quand t'es libre que tu joues bien, en fait. Que tu vis. Et cette liberté, Stéphanie Arave, j'ai là aussi l'impression qu'elle vient à travers la concentration.
La présence. La présence, puisque tu viens, par exemple, de mentionner le fait que il peut parfois y avoir des perturbations extérieures et que tu dois à tout prix, à l'image d'un soldat grec ou d'un guerrier, avoir ton bouclier et ton armure. Oui, mais en fait, je sais pas, tu sais, comme on dirait qu'être concentré, c'est être comme ça, puis être présent, c'est être comme ça, tu sais. Puis c'est d'être présent, parce que tu joues, que ce soit sur une scène ou à la caméra, t'as la moitié de ton cerveau qui est complètement immergé dans ce que t'as à jouer, le but de la scène, ce que ton personnage veut dire, ce qu'il veut dans la scène, qu'est-ce qui se passe dans la scène, tu joues la situation. Puis l'autre moitié de ton cerveau est concentrée sur la caméra est là. Ou encore... le public est là. Ma lumière est ici. Ouais. Tu sais, comme... Et tout ça, ça arrive en même temps. Si t'es concentré sur une chose ou l'autre, si tu te regardes trop jouer, si tu te regardes jouer, t'es mort. Tu deviens inintéressant. Si tu fais fi de la lumière puis de la caméra, t'es mort. On te voit pas. Donc, c'est vraiment d'être présent à tout, d'être en mode... C'est comme le contraire de l'hypervigilance, mais ça lui ressemble dans le sens que t'es conscient de tout ton environnement, mais t'es pas crispé par ça. T'as le tonus juste. Ça s'apprend. Ça s'apprend par l'expérience, j'ai l'impression. Et une corde pour le cordonnier ou un ingrédient pour avoir le tonus, c'est ton entourage, ta sœur qui vient de t'appeler il y a quelques minutes, ou la personne qui vit avec toi, Zoé. Oui, mon Dieu, mais vraiment, puis vous avez nommé les deux bonnes personnes, entre autres, deux personnes très artistiques. Je vis avec Zoé Gonzalez, qui travaille dans les décors, dans le milieu de la télévision et du cinéma et du théâtre au Québec. On la salue. Qui nous a aidé justement à pas embellir, parce que c'était déjà une cuisine magnifique, mais à ranger quelques petits détails. Oui, parce qu'il faut dire qu'ici... D'habitude, c'est un tableau avec nos tâches ménagères. Donc, qui doit nettoyer quoi, ce qu'il faut acheter, puis quand sortir les poubelles. C'était pas très esthétique. Donc, on a mis les cadres qu'on a dans le salon. Oui, on a donc Zoé qui fait du décor, puis ma sœur qui est plus dans l'écriture, puis dans l'art visuel, la mode, qui est vraiment quelqu'un de très inspirant, qui est vraiment une artiste intéressante, émergente, qu'on va peut-être voir ses œuvres éventuellement émerger. Donc oui, je suis inspirée, mais je suis surtout supportée moralement par mon entourage parce que c'est pas un métier facile. Je trouve... Comment dire? C'est drôle parce que c'est pas un métier facile, mais ce qui est paradoxal, c'est que c'est une des choses les plus saines qu'il y a dans ma vie. Dans le sens que c'est la chose la plus difficile, mais c'est la chose avec laquelle j'ai un rapport qui est le plus sain. Mais ça reste tout de même difficile, ça reste tout de même de faire face à l'adversité, à des multiples noms. Hein. On se fait dire... j'ai encore parlé en mon nom. Je me fais dire beaucoup plus de noms que je me fais dire de oui. Mais les noms font partie de la game, puis je suis quand même indémontable. Mais des fois, quand même, j'ai besoin de ma Zoé ou de ma Marianne, c'est le nom de ma sœur, pour me dire hey, « c'est pas grave, il va y en avoir un autre », puis je les crois parce que c'est toujours vrai. Autant Zoé, tu la connais depuis quelques années, mais Marianne, comme c'est ta sœur, tu la connais depuis bien plus longtemps. Oui. Et j'imagine que ce soutien, ces personnes te l'ont apporté depuis tes 17 ans, même bien avant l'âge à laquelle tu as commencé. Oui, mais en fait, pour parler des tout débuts, mes parents attendaient que je fasse mon coming out d'actrice depuis que j'avais 2 ans. Parce que avec ma sœur, Marianne, on regardait des dessins animés et on apprenait les scènes par cœur. Et on apprenait les 2 personnages. Et à tous les soirs, on faisait une représentation où on jouait une scène, disons, de Monster Inc. Et après, on échangeait les rôles et on jouait. Donc, on faisait ça tout le temps. Puis quand je suis avec ma sœur, on est tout le temps dans le sketch, c'est-à-dire on est tout le temps dans notre imaginaire, dans penser à des histoires. On regarde quelqu'un dans la rue puis on est comme oh, cette personne-là, on lui invente un truc. C'est tout le temps. Et donc, mes parents nous voyaient bien aller. Ils voyaient bien qu'ils avaient mis au monde des artistes. Ils attendaient juste qu'on le manifeste. Puis, à 16 ans, j'ai fait partie de Anne Frank, qui est j'ai fait partie d'une pièce de théâtre de mon école secondaire. On jouait le journal d'Anne Frank. Je jouais Anne Frank. Et c'est vraiment
à ce moment-là que j'ai fait, OK, mais non, il y a rien d'autre dans la vie qui me fait autant vibrer, qui me fait autant vivre. C'est ça que je vais faire de ma vie. Et là, mes parents, ils étaient très contents de ça. Ils m'ont inscrit dans une agence. Et là, mais j'habitais à Québec à ce moment-là. Et donc, mon agence était à Montréal. Ça fonctionnait pas très bien, mais c'est parce qu'on comprenait rien. Mes parents sont pas du tout dans ce milieu-là. Donc, on savait pas du tout comment faire. Puis là, un de mes meilleurs amis, qui s'appelle David Noël, on le salue, qui va jouer avec moi dans Ivanov, il a décroché un rôle dans 30 vies. Et lui, il venait de mon secondaire. Et là, j'ai vu ça, j'ai fait comme, oh mon Dieu, OK, c'est possible. Puis j'ai écrit à David, puis David m'a dit, oui, c'est des auditions qui sont ouvertes à tous. Tu peux les faire. Et donc, je suis allée voir mon agent de l'époque, puis je lui ai dit, si tu me mets pas sur l'audition de 30 vies, je m'en vais. Et donc, elle m'a mis sur l'audition. Là, bon, je l'ai eu. J'aurais pu ne pas l'avoir, mais cette fois-ci, je l'ai eu. Puis finalement, j'ai quand même quitté mon agent. Mais, ouais, fait que c'est comme, tu sais, tout le monde avait envie, puis tu sais, ma mère, je sais pas, tu sais, vous savez c'est quoi la famille puis les amis, là? C'est sûr que tu vas réussir, de toute façon on le sait, mais en tout cas ça me fait rire, je suis comme oui mais maman, t'es ma mère, tu sais, t'as comme moins de crédibilité qu'un critique, tu sais. Fait que voilà. Et Stéphanie Arave, quand je vois les images de tes premiers tournages et de tes premières apparitions à la télévision ou au cinéma, on sent une vraie ambiance et une complicité sur le set de tournage. C'est une colonie de vacances, j'ai l'impression. Sur Jérémy, oui, vraiment, vraiment. Pendant 5 ans, on a habité dans les Laurentides tous ensemble. La première année, c'était au camp Bruchésie, qui est un camp de vacances à la base, et ils ont modifié un de leurs pavillons pour nous faire des chambres à toute l'équipe. L'équipe technique, l'équipe des comédiens, la réalisation, tout le monde y était. Donc, dans la saison 1, c'était très colonie de vacances et on faisait un feu et on chantait autour du feu le soir, mais bon, à un moment on s'est rendu compte que c'était pas génial quand même parce que par exemple certains techniciens qui ne se levaient pas aussitôt que par exemple les gens au coiffeur costume maquillage ou les comédiens faisaient la fête plus tôt tard et on les entendait très bien, donc des fois tout le monde n'avait pas le même rythme. Et également, on n'avait pas beaucoup de douches, donc l'eau chaude n'était pas pour tout le monde. C'était premier arrivé, premier servi. Donc, à partir de la saison 2, ils ont séparé les comédiens et la réalisation. Ils nous ont mis dans une petite auberge pas très loin. Puis au début, j'étais un peu rébarbative à cette idée-là parce que moi, je suis très anti-hiérarchie sur un plateau. J'ai envie qu'on me traite comme n'importe qui et j'ai envie que n'importe qui soit traité comme moi. Et donc, le fait d'avoir ce privilège-là de dormir ailleurs dans une auberge, donc dans une chambre d'hôtel, je trouvais ça poche. Mais force m'a été de constater que finalement, ça nous a vraiment aidé pour juste notre concentration, notre énergie. Ça faisait que les comédiens, on se retirait là, on discutait un peu, on répétait nos scènes aussi le soir pour le lendemain, parce qu'on était voisins de porte. Puis après ça, on pouvait se coucher, on était vraiment reposés, donc c'était vraiment un bon move, finalement. Mais oui, c'était vraiment extraordinaire. Tu sais, on n'avait pas de loge, c'est du jeunesse, puis de ce que j'ai compris, de mon très peu d'expérience, le jeunesse a moins de budget en général que la télé pour adultes ou grand public. Et donc, on n'avait même pas de loge. Donc, on arrivait, puis la loge, c'était le CCM, donc le département coiffeur, costume, maquillage. Donc, c'était le même endroit où on se faisait coiffer, costumer, maquiller. Il y avait des chaises vieillottes. Puis, on restait là, on faisait des siestes devant tout le monde. Mais moi, j'aimais ça, ce côté un peu camping, justement, du tournage. C'est ce qui... Je pense pas que je vais revivre ça un jour dans ma vie, tu sais. Je pense que je vais vivre plein d'autres belles aventures artistiques, plein d'autres contrats vraiment nourrissants où je vais me plaire, mais la colonie de vacances, je pense, à l'âge à laquelle je l'ai vécu aussi, je pense pas que je vais le revivre. C'était vraiment extraordinaire. Mm-hmm. C'est une page qui se tourne et Stéphanie Arave, l'une des raisons aussi pour laquelle je trouve ça super intéressant et inspirant de te parler maintenant, c'est que t'es à un point déterminant de ta carrière. Tu viens de le mentionner. 2 mots, t'as mentionné 2 mots très intéressants, les rôles d'enfance. Oui. C'est que tu te diriges forcément de plus en plus vers des rôles pour adultes, exactement. Oui, définitivement. Mais je suis comme...
c'est difficile, non, c'est pas difficile mon casting, mais je fais souvent plus jeune à la caméra que l'âge que j'ai. J'ai envie de dire que je fais toujours un peu 5 ans plus jeune. Donc là, j'ai 26 ans, mais j'ai l'impression qu'à la caméra, je fais plus 20 ans, tu sais. Mais des fois, on m'envoie encore des auditions pour un personnage qui a 17 ans. Mais d'autres fois, on m'envoie un personnage qui a 25. Fait que, tu sais, c'est où je suis là-dedans, mais tout est intéressant, donc je me lance partout en même temps. Mais en ce moment, je suis dans un moment charnière parce que je suis à l'âge où il y a le plus de compétition, on va dire ça de cette façon-là, dans le sens où quand t'es un enfant acteur, il y en a pas beaucoup. Il y a pas beaucoup d'enfants acteurs. Donc, ceux qui sont là jouent plus avec plus de facilité, on obtient plus rapidement, facilement des rôles. Après, c'est l'âge où les gens se forment dans les écoles de théâtre si ils ou elles le veulent. Certains décident de pas le faire. Puis toutes les routes mènent à Rome, donc c'est très parfait. Et donc, mais c'est au sortir de ces écoles-là, quand de 23 à 27, c'est là où ceux qui étaient des enfants acteurs ont 23 à 27, mais ceux qui ont pas encore joué puis qui sortent des écoles prêts à jouer ont 23 à 27. Donc, tout le monde est là. Et c'est vraiment la jungle, et c'est le tri. Et je dirais qu'à l'intérieur d'une dizaine d'années, là, de ce que des gens plus expérimentés, plus vieux m'ont dit, c'est là où on voit qui est resté, qui a demeuré. Fait que, c'est ça, quand j'étais plus jeune, j'ai vraiment été chanceuse, tu sais, j'ai eu des bons rôles relativement facilement, alors que là, je sens... pas que j'ai moins de facilité à avoir des rôles, mais je sens qu'il y a plus de monde qui participe aux auditions. Des gens que je connais, parce que c'est un petit milieu. Puis là, je suis OK, il y a vraiment plus de compétition, puis voilà. Donc, c'est le moment charnière. C'est le moment de faire ça passe ou ça casse. Tu restes ou tu bouges. On verra. On souhaite que je reste. Toutes les routes mènent à Rome. Et... je suis d'accord avec ce que t'as dit, mais d'un autre côté, je pense qu'il y a aussi pas d'âge, parce qu'il y en a qui sont hors catégorie, qui peut-être réussissent dans la trentaine, ou même après. Oui. Même ça, à Hollywood, par exemple. Ça, c'est sûr. Puis moi, je suis complètement d'avis qu'il y a pas d'âge pour... j'aime pas ce mot-là, percer, c'est pas ça. En fait, tu sais, moi, je cherche pas à percer, là, c'est vraiment pas... Moi, je cherche juste à vivre de mon métier, puis à être heureuse par mon métier. Donc, si ces deux affaires-là sont cochées, moi, je vais être bien. Mais il y a pas d'âge pour ça. Il y a vraiment pas d'âge. Il y en a des comédiens, on en connaît, il y a des histoires mythiques de gens qui arrivent à 30 ans, qui arrivent à 40 ans, ou des gens qui ont eu des petits rôles qui étaient pas du tout connus, puis là, boum, pogne un gros rôle à 50 ans, puis là, tu sais, on pense à Bryan Cranston, là, de Breaking Bad. Lui, il est devenu superstar super tard, mais il a toujours été là, tu sais, il a quand même eu plein d'autres rôles. C'est drôle que je parle de lui. Mais, oui, mais c'est à mon âge en ce moment où il y a le plus de monde qui s'essaye. Je dirais que les gens qui s'essayent à 30 ans, il y en a moins que des gens qui s'essayent à 20 ans. T'sais. Puis il y en a encore moins à 40 ans. De toute manière, on les différencie très vite. Les profils comme Stéphanie Arabe et ceux qui ne font que passer. On sait pas ce que la vie nous réserve. On sait pas, il y a une chanson de Françoise Hardy qui s'appelle L'amitié, puis il y a un des vers que c'est... Comme on ne sait pas ce que la vie nous donne... Qu'est-ce qu'elle dit? Il se peut très bien que je ne sois plus personne. Enfin, on sait pas ce que la vie nous réserve. Donc, moi, j'ai envie de faire ça de ma vie, c'est sûr. Puis j'ai l'impression que j'ai pas trop le choix non plus, parce que c'est juste comme ça que je sais vivre. Mais j'ai l'impression qu'on est tellement à dire ça qu'on verra. Puis la vie est bonne. Enfin, ça, c'est ma position là-dessus, donc j'ai confiance. Et j'imagine que ce que tu viens de dire, le fait qu'il y ait beaucoup d'abondance durant la vingtaine, pour faire très simple, ça s'applique au cinéma et au théâtre. Oui, ben ça s'applique dans tout ça, dans l'obtention des rôles. Puis il y a tellement de gens talentueux, c'est ça l'enfer. Mais c'est ça la gloire aussi. Mais c'est que, tu sais, en fait, c'est drôle, avant de rentrer à l'école de théâtre, je pensais que j'avais eu des rôles, sans doute parce que j'avais été la meilleure. J'étais comme... Parfait, sans doute que c'est parce que j'avais été la meilleure à l'audition, tu sais. Puis là, je me disais, mais je dois avoir un sacré talent, tu sais. Puis je rentre à l'école, puis je suis rentrée 2 fois. Donc je suis comme, en plus, c'est facile, tu sais.
Mais finalement, je me dis, donc, tout le monde doit pas être bon à l'école. Donc, tu sais, il va y avoir des gens moins bons. Et finalement, je ne pouvais pas plus me tromper. Les gens qui font les écoles de théâtre sont incroyablement talentueux. Des unicités extraordinaires. Puis là, tu vois ça, puis tu fais « Wow! » Mais tu sais très bien que tout le monde ne va pas réussir. Puis tu te dis, ça se peut pas que ce soit juste mon année qui est bonne. Non, non, ça veut dire que c'est le même depuis toujours. Ça veut dire que depuis toujours, les gens qui passent par l'école sont des gens incroyablement talentueux. Puis quand moi je vais être partie, ceux qui vont rentrer vont être incroyablement talentueux, puis tout le monde travaillera pas. Donc c'est là, en fait, la perte de la naïveté, de se dire, ce ne sont pas nécessairement les gens plus talentueux qui travaillent, puis ce ne sont pas nécessairement des gens qui ne sont pas talentueux qui ne travaillent pas. Et c'est là que intervient le jeu de hasard, la chance dans la vie, être au bon moment, au bon endroit, avoir rencontré la bonne personne, avoir été vu dans notre unicité. Tu sais, il y a des comédiens qui sont formidables, puis on leur donnera jamais la chance d'avoir un rôle à leur mesure. On peut leur donner des rôles, on peut leur donner plein de rôles, mais toujours des rôles qui ont moins de substance ou qui sont pas des véritables défis. Puis il y a des comédiens qui sont vraiment vus, qu'on leur donne systématiquement des défis, tu sais, ça c'est les grands choyés. Mais donc, on sait pas. J'aime beaucoup ce que tu viens de dire il y a quelques minutes, de faire acte de présence, d'être... L'objectif, c'est d'être là. C'est ce qui compte, en fait. C'est de se donner le maximum de chance et de tout tenter. Oui, mais c'est drôle, tu sais, des fois... tu sais, mes amis vont dire « Ah, mais Stéphanie, tu sais, c'est sûr que ça va fonctionner pour toi parce que t'es tellement travaillante, tu sais. » Mais moi, je m'en rends pas compte parce que c'est tellement inné. C'est comme si à tous les jours, c'est ça que je vous racontais avec ma sœur, on fait juste se raconter des histoires. C'est comme, je fonctionne comme ça, je vis, puis je suis comme « Ah, mon Dieu, la caméra serait là, ça serait beau, ah, la lumière est belle, tu sais. » Je suis tout le temps là-dedans, ce qui fait que je travaille tout le temps, même quand je travaille pas, ce qui fait que j'ai l'impression d'être là. Tu sais, comme... Puis après ça, être comédien, c'est être travailleur autonome, c'est être une entreprise aussi. Puis tout le monde ne vit pas bien nécessairement avec ça. Le fait d'avoir à se vendre ou d'avoir à faire acte de présence dans des lieux. Mais comme je pensais au début, quand on faisait Jérémie, saison 1, 2, on allait dans des événements mondains. Puis j'aimais vraiment pas ça. J'aimais vraiment, vraiment pas ça. Je me sentais pas à ma place, mais je me sentais pas à ma place parce que je connaissais personne. Puis là, au fil des événements, c'était des gens que j'avais vus la dernière fois. Fait que là, ah salut, tu sais, tatati. Là, finalement, tu te rends compte que c'est rien de plus que de rencontrer des gens. Puis c'est toujours le fun de rencontrer des gens. Moi, je trouve, là, de découvrir des nouvelles personnes. Ce qui fait que ça, que je trouvais vraiment désagréable, que je trouvais qu'il n'y avait pas du tout rapport avec mon métier, tu sais, moi, j'étais comme, moi, je suis là pour jouer, je suis pas là pour, je sais pas, prendre un verre avec quelqu'un que je connais pas. Mais finalement, j'adore ça maintenant. Tu sais, j'adore ça, je trouve que c'est comme une sortie pédagogique. L'entreprise Stéphanie Arave, la marque Stéphanie Arave, elle va se décliner peut-être dans la musique ou dans la littérature. Pas dans la littérature. Parce que c'est, par exemple, je prends l'exemple de la littérature parce que c'est un domaine, j'ai par exemple très récemment discuté avec Patrick Sénécal, c'est un milieu où, par exemple, on peut réussir très tard parce que les mots peuvent venir à n'importe quel moment. Je sais pas si t'as capté l'idée, mais c'est pour dire que il y a une longévité. Oui, mais j'écris pas... j'écris des scénarios, tu sais, on verra. Mais oui, on travaille en ce moment avec Zoé sur un projet de série. J'en ai un autre dans ma tête pour bien plus tard. Mais dans tous les cas, c'est des séries que j'écris pour moi, dans le sens que je veux jouer aussi. Donc, je l'espère, en fait, je travaille très fort là-dessus, je l'espère que la marque Stéphanie Arave, en fait que je vais pouvoir être reconnue comme une autrice aussi de mes propres séries ou projets. Puis, musique, j'adore chanter. Je pense que je n'ai pas le talent que j'aimerais avoir en chant. Je pense que je me débrouille bien, mais je pense que je suis pas une des grandes voix du Québec, là. Ni du monde, encore moins.
Puis je suis pas intéressée à écrire mes propres textes. Donc j'aimerais ça faire de la comédie musicale, par exemple. J'aimerais faire du théâtre musical ou du théâtre dans lequel le personnage chante une chanson. Ça, ce serait vraiment, vraiment, vraiment super. Mais en dehors de ça, ce serait ça, là, tu sais, mettons, en termes de musique. Parle-nous du scénario que t'écris en ce moment. Mon scénario? Non. Je vais pas vous en parler. Je vais attendre de le pitcher à des producteurs pour pouvoir en parler plus. Désolée, je vais pas me brûler. Est-ce que c'est de l'horreur ou c'est de la comédie? Est-ce que c'est... C'est un registre très actuel, c'est-à-dire une comédie dramatique. Il y a autant de moments très comiques que de moments plutôt dramatiques. Avec des ruptures. Avec... Comme dans Camille, en fait, je faisais le lien. Ah oui, ben c'est pas du tout Camille, là, pour le coup, le personnage. Non, que je jouerais ne s'apparente pas du tout à Camille. Avec peut-être, bon j'insiste, mais un nom à l'effigie d'un guerrier grec. Ou pas du tout. Zéro. C'est ça qu'il faut. Il faut de la nouveauté. Oui, ben l'Antiquité gréco-latine, c'est vraiment le dada d'Hugo Frejabis pour qui je joue. J'aime bien ça, mais c'est pas ça qui, moi, m'anime quand j'écris. J'écris des choses très contemporaines qui se passent dans l'actualité d'aujourd'hui. À côté du cinéma, du théâtre, qui, j'imagine, évidemment, prend beaucoup de ton temps, c'est quoi tes autres passions? C'est le fun. J'ai une grande passion pour l'histoire. Et donc, j'ai fait des études en histoire, j'ai fait un bac. En fait, j'ai fait un bac par cumul, une majeure en histoire à l'Université de Montréal, puis une mineure en sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal, donc l'UQAM. Puis là, je fais un AEC, une attestation d'études collégiales, à l'ITHQ, donc l'Institut d'hôtellerie et de tourisme du Québec, en guide touristique, pour en apprendre davantage sur l'histoire de ma ville, Montréal, ville de laquelle je suis complètement amoureuse, follement amoureuse. Je suis follement passionnée de ma ville. Et donc oui, ça occupe de mon temps. Mais après, je finis le 30 avril, ce micro-programme, là. Puis après, j'aurais fini avec les études, là. Là, je suis un peu tannée, là. J'ai assez étudié dans ma vie, là, crime, mais je vais finir à 27 ans, là, ça va être correct. Je vais pouvoir faire autre chose. Mais oui, c'est ça. Tu sais, j'aime pas autant jouer qu'étudier l'histoire ou raconter l'histoire, expliquer l'histoire. J'aime beaucoup plus jouer. J'aime beaucoup plus jouer. Mais j'ai un amour tendre pour l'histoire, l'actualité, suivre ce qui se passe aujourd'hui puis pouvoir l'expliquer parce que je connais un peu ce qui s'est passé avant. Ça, j'aime beaucoup ça. Donc, c'est comme un hobby qui me rend heureuse au quotidien. Mais je crois que je peux tracer plusieurs liens avec ton intérêt pour l'histoire, parce que si on mentionne par exemple les enjeux géopolitiques actuels, il y a beaucoup de combats à mener, comme pour en revenir au tout début de notre conversation, l'arène de boxe et la fontaine du complexe des jardins. Oui. Il y a beaucoup de combats à mener, mais il y a aussi, là en ce moment, présentement, je sais pas quand ça va airer, là, cette entrevue, mais il y a beaucoup de combats à arrêter aussi, là, présentement. Tu sais, il y a la guerre en ce moment en Ukraine, puis là, nous, à l'école, on va jouer un texte russe. Tu sais, c'est comme... il y a comme un espèce d'inconfort, et pourtant, on sait très bien que ça n'a pas rapport. Tu sais, Ivanov de Tchekhov n'a aucun lien avec la guerre en Ukraine, mais pourtant, quand ça va être joué en avril, à la mi-avril, les spectateurs, spectatrices, je pense qu'ils vont sans doute y penser, tu sais, c'est ça, tout est dans tout. Ils vont voir une pièce qui se passe en Russie, alors que la Russie est partout dans notre actualité en ce moment. Donc, oui. C'est un concours de circonstances, c'est pas toi qui l'as choisi ce moment. Non, exactement, mais c'est intéressant de ne pas être... de ne pas condamner, de ne pas dire « Hey, on va pas jouer du Tchekhov en ce moment parce que les Russes sont en train de tenter d'envahir un pays. » Faudrait pas faire ça parce que ça n'a aucun lien. Mais aussi d'avoir cette sensibilité de dire « Ah ben Colin, on est en train de jouer un texte russe, il y a quelque chose qui se passe en ce moment avec la Russie, tu sais... Est-ce qu'on veut faire un clin d'œil dans notre pièce? Est-ce qu'on veut pas en faire? Est-ce qu'on veut discuter avec les spectateurs après? Tu sais, voir qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça.
C'est exactement ça, Stéphanie Arave. Il faut prendre du recul et puis différencier la part des choses avec l'aspect artistique et puis le contexte actuel. Oui, mais aussi pas être insouciant. C'est ça. On pourrait se lancer là-dedans longtemps, là, tu sais, tout ce qui est sensibilisation aux enjeux actuels d'inclusivité, de pacifisme, et ne pas tomber dans la cancel culture, ou de rester nuancé toujours, de s'informer. C'est pour ça que j'aime l'histoire aussi, c'est parce que quand je regarde l'actualité, on dirait que j'ai ce point de vue de recul parfois, pas dans toute l'actualité, tu sais, comme par exemple, je suis pas calée en histoire russe ou soviétique, encore moins en histoire ukrainienne, mais tu sais, j'ai comme des petits cues dans ma tête là, qui font comme « Ah oui, ça me rappelle telle chose, on dirait que j'ai déjà vu ça ailleurs, sans doute que... » Je sais pas, ça te permet d'avoir un regard éclairé sur ton actualité, ça te permet de savoir qu'est-ce que tu joues, à quelle époque tu le joues, pour qui tu le joues. On est toujours fils et filles de notre histoire, tu sais, on monte pas un Tchekhov aujourd'hui comme on montait un Tchekhov il y a 50 ans, comme on montera un Tchekhov dans 50 ans. Donc, c'est juste de savoir ces choses-là, tu sais. Puis ça nous habite. Est-ce que ça change des affaires dans notre interprétation ou dans le monde? Peut-être, peut-être pas, mais c'est juste d'être présent. Mm-hmm. Et en étant présent, Stéphanie, est-ce que le fait d'être éveillé au sujet de ces faits de société, est-ce que ça accélère justement ce qu'on vient de dire avant, la transition envers les rôles, par exemple, pour adultes, et un peu, même si c'est important, quitter la légèreté de l'enfance, par exemple? Je sais pas, je ferais pas un lien entre l'actualité puis le fait que je vieillis, mais puis non plus, j'ai toujours envie de jouer des choses légères, tout comme j'ai envie de jouer des choses très sérieuses. Mais j'ai beaucoup de plaisir à jouer n'importe quoi, vraiment, là. Je suis très bibite, là. Puis je suis très inspirée par un comédien qui s'appelait Robert Gravel, qui est une légende au Québec, qui a inventé le jeu d'improvisation. Puis j'avais lu sa biographie. Puis lui, il disait oui au court-métrage étudiant pas payé, comme à la quotidienne écrite en 5 minutes à la District 31, comme au théâtre expérimental à en mourir, comme au grand film d'auteur. Tu sais, c'est comme... Puis moi, ça, c'est vraiment quelque chose qui me rejoint. J'ai autant envie de jouer quelque chose d'hyper niaiseux, que de jouer quelque chose d'hyper investi, puis c'est pas parce qu'il y a quelque chose de niaiseux qui est pas important, mais comme... J'aime ça, j'aime pas mal tout. Il y a pas grand chose que je mets de côté. En tout cas, pas en ce moment, avec l'expérience que j'ai, je fais pas grand tri. C'est vrai que c'est super important d'avoir, justement, parce que l'un des objectifs... Je vais répéter ma phrase. Non, okay. Pas de soucis. Et Stéphanie Arave, on en revient toujours à la balance du bonheur, qui est l'un de tes objectifs de vie. C'est-à-dire que rire, la légèreté et peut-être ces programmes théâtrales ou télévisés plus tournés vers l'enfance sont aussi importants que ces sujets de séries assez lourds, par exemple. Oui, mais tu vois, là où je deviens plus snob ces derniers temps, c'est moi-même en écrivant puis en côtoyant des gens qui écrivent extrêmement bien. Là, je suis plus attentive à ce que je lis quand je reçois un texte, puis j'ai plus l'esprit critique. Alors qu'avant, j'en avais pas. Donc, je recevais un texte, puis j'entendais certains de mes amis dire « Mon Dieu, que c'est mal écrit », puis je comprenais pas. Tu sais, j'étais vraiment comme « Ben, je sais pas, non, je trouve pas. » Donc là, j'ai cette sensibilité-là, puis c'est sûr que j'aurais envie, le plus possible, de jouer dans des choses bien écrites. Tu sais, ça, c'est sûr. Mais, je reviens à Robert Gravel, il y a aussi un plaisir de jouer des choses très mal écrites. Parce que Robert Gravel jouait dans une série, je me rappelle plus le nom, je n'étais pas née. Et c'était très mal écrit. C'était réputé très mal écrit. Et chacune des phrases de son personnage, chacune de ses répliques, commençait toujours de la même façon. Disons, commençait par « oh boy, ok? Ça commençait tout le temps comme ça. Puis là, les autres comédiens lui disaient « Voyons, Robert Gravel, change tes lignes, là, tu commences tout le temps par oh boy, ça n'a pas de bon sens, c'est mal écrit. » Puis Robert Gravel a fait « Non, moi je vais jouer cette partition comme je joue
du Tchekhov, comme je joue, je vais respecter. Et son personnage est devenu mythique parce qu'il disait tout le temps oh boy, et c'est devenu un trait de personnalité du personnage. Donc, il y a moyen de jouer, en plus de jouer, en plus d'interpréter, il y a moyen de nous-mêmes s'amuser puis de se lancer le défi. Hey, ça a l'air super mal écrit, je me lance le défi de le dire tel quel, et que ça passe, et que ce soit bon, tu sais. C'est vraiment un défi en soi qui peut te désennuyer si t'es sur un projet qui t'intéresse moins, par exemple. Donc, tout devient le fun. C'est un objectif, je trouve, qui est beaucoup plus noble que l'inverse, de mal interpréter un texte parfait. Ouais, ça c'est la hantise suprême. Je fais tout le temps le rêve... je pense que tous les comédiens font ce rêve-là, mais en tout cas, moi, je le fais, là. Tout le temps, le rêve. Un cauchemar, tu veux dire. Le cauchemar, que je ne connais pas mes lignes et que je dois être sur scène et donc que je ne sais pas du tout ce qui s'en vient, je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas l'enjeu de la scène et j'ai tout le temps 5 secondes pour aller en coulisses pour apprendre mes lignes que j'oublie au fur et à mesure. Donc c'est le cauchemar ultime, c'est le cauchemar ultime. Puis quand on te donne un texte qui est bon, c'est ça, la pression est inverse comme tu l'as mentionné, ben tu dois être bon, enfin tu dois tout donner, tu dois tout essayer. Stéphanie Arave, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année 2022? Oh, pour cette année en particulier? Ok, allons-y concrètement. Hey, souhaitons-moi un rôle récurrent dans une série. Souhaitons-le moi. On va voir si ça va arriver. Si ça arrive pas, c'est pas grave. Ça sera J'espère que cet été, quand je me baladerai dans la ville, je verrai des panneaux interdiction de stationner et qu'on t'apercevra au loin. Oui, mais en même temps, je suis tellement choyée en ce moment, je fais tellement de théâtre. Mais juste après, là, à mon retour de France, ce serait le fun, là, un petit tournage en septembre. On me souhaite un tournage en septembre. C'est ça qu'on me souhaite. Et on me souhaite d'être heureuse. Et on te le souhaite aussi, bien sûr, bien sûr. Ça, c'est professionnellement, mais personnellement. Qu'est-ce qu'on me souhaite personnellement? Oh mon Dieu, le calme. Le calme, hein. Je suis pas quelqu'un de calme. Je suis quelqu'un de plutôt nerveux. Stéphanie Arave, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup d'être venue dans mon humble cuisine. Mon humble cuisine.